Bonsoir à tous, on va commencer la tresse de Laetitia Colombani. À Olivia, aux femmes courageuses. Tresse, assemblage de 3 mèches, de 3 brins entrelacés. Simone, il y a un grand mystère dans la forêt de tes cheveux. Rémi de Gourmont. Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère. Simone de Beauvoir. Prologue. C'est le début d'une histoire. Une histoire nouvelle à chaque fois. Elle s'anime là, sous mes doigts. D'abord, il y a la monture. La structure doit être assez solide pour supporter l'ensemble. La soie ou le coton, pour la ville ou la Seine, tout dépend. Le coton est plus résistant, la soie plus fine et plus discrète. Il faut un marteau et des clous. Il faut aller doucement surtout. Puis vient le tissage. C'est la partie que je préfère. Sur le métier devant moi, 3 fils en nylon sont tendus. Saisir les brins, dans la botte, 3 par 3. Les nouer sans les casser. Et puis recommencer des milliers de fois. J'aime ces heures solitaires, ces heures où mes mains dansent. C'est un étrange ballet que celui de mes doigts. Ils écrivent une histoire de tresses et d'entrelacs. Cette histoire est la mienne. Pourtant, elle ne m'appartient pas. Smita, village de Badlapur, Uttar Pradesh, en Inde. Smita s'éveille avec un sentiment étrange, une urgence douce, un papillon inédit dans le ventre. Aujourd'hui est une journée dont elle se souviendra toute sa vie. Aujourd'hui, sa fille va entrer en école. À l'école, Smita n'y a jamais mis les pieds. Ici, à Badlapur, les gens comme elle n'y vont pas. Smita est une Dalit, intouchable, de ceux que Gandhi appelait les enfants de Dieu. Hors caste, hors système, hors tout. Une espèce à part, jugée trop impure pour se mêler aux autres. Au rébut indigne qu'on prend soin d'écarter, comme on sépare le bon grain de l'ivraie. Comme Smita, ils sont des millions à vivre en dehors des villages, de la société, à la périphérie de l'humanité. Tous les matins, c'est le même rituel, à la manière d'un disque rayé rejoint à l'infini une symphonie infernale. Smita s'éveille dans la cahute qui lui sert de maison, près des champs cultivés par les jats. Elle lave son visage et ses pieds à l'eau rapportée la veille du puits, celui qui leur est réservé. Pas question de toucher à l'autre, celui des castes supérieures, pourtant proche et plus accessible. Certains sont morts pour moins que ça. Elle se prépare, coiffe Lalita, embrasse Nagarajan. Puis elle prend son panier de joncs tressés. Ce panier que sa mère portait avant elle et qui lui donnait des hauts le cœur rien qu'à le regarder. Ce panier à l'odeur tenace, âcre et indélébile, qu'elle porte toute la journée comme on porte une croix, un fardeau en dessous. Ce panier, c'est son calvaire, une malédiction, une punition. Quelque chose qu'elle aurait dû faire dans une vie antérieure. Il faut payer, expier. Après toute cette vie n'a pas plus d'importance que les précédentes, ni les suivantes. C'est juste une vie parmi les autres, disait sa mère. C'est ainsi, c'est la sienne. C'est son dharma, son devoir, sa place dans le monde. Un métier qui se transmet de mère en fille depuis des générations. Scavenger, en anglais le terme signifie extracteur. Un mot pudique pour désigner une réalité qui ne l'est pas. Ce que fait Smita, il n'y a pas de mots pour le décrire. Elle ramasse la merde des autres à main nue toute la journée. Elle avait 6 ans, l'âge de Lalita aujourd'hui, quand sa mère l'a emmenée pour la première fois. Regarde, après tu feras. Smita se souvient de l'odeur qui l'avait assaillie, aussi violemment qu'un essaim de guêpe, une odeur insoutenable, inhumaine. Elle avait vomi au bord de la route. Tu t'habitueras, avait dit sa mère. Et elle avait menti. On ne s'habitue pas. Smita a appris à retenir son souffle, à vivre en apnée. Il faut respirer, a dit le docteur du village. Voyez comme vous toussez. Il faut manger. L'appétit,
Ça fait longtemps que Smita l'a perdue. Elle ne se souvient plus comment c'est d'avoir faim. Elle mange peu, le strict minimum. Une poignée de riz délayée dans l'eau qu'elle impose chaque jour à son corps défendant. Des toilettes pour le pays, le gouvernement l'avait pourtant promis. Hélas, elles ne sont pas arrivées jusqu'ici. À Bas-de-la-Pure, comme ailleurs, on défèque à ciel ouvert. Partout, le sol est souillé, les rivières, les fleuves, les champs pollués par des tonnes de déjections. Les maladies s'y propagent comme une étincelle sur de la poudre. Les politiciens le savent, ce que réclame le peuple, avant les réformes, avant l'égalité sociale, avant même le travail. Ce sont des toilettes. Le droit à déféquer dignement. Dans les villages, les femmes sont obligées d'attendre la tombée de la nuit pour aller dans les champs, s'exposant à de multiples agressions. Les plus chanceux ont aménagé un recoin dans leur cour ou au fond de leur maison, un simple trou dans le sol qu'on appelle pudiquement toilette sèche, des latrines que les femmes Dalit viennent vider chaque jour à main nue. Des femmes comme Smita. Sa tournée commence vers 7 heures. Smita prend son panier et sa balayette en jonc. Elle sait qu'elle doit vider 20 maisons chaque jour. Pas de temps à perdre. Elle marche sur le côté de la route, les yeux baissés, le visage dissimulé sous un foulard. Dans certains villages, les Dalits doivent signaler leur présence en portant une plume de corbeau. Dans d'autres, ils sont condamnés à marcher pieds nus. Tous connaissent l'histoire de cet intouchable, lapidé pour le seul fait d'avoir porté des sandales. Smita entre dans les maisons par la porte arrière qui lui est réservée. Elle ne doit pas croiser les habitants, encore moins leur parler. Elle n'est pas seulement intouchable, elle doit être invisible. Elle reçoit en guise de salaire des restes de nourriture, parfois des vieux vêtements qu'on lui jette à même le sol. Pas touchée, pas regardée. Parfois, elle ne reçoit rien du tout. Une famille de Jat ne lui donne plus rien depuis des mois. Smita a voulu arrêter. Elle a dit un soir à Nagarajan. Elle n'y retournera pas. Ils n'ont qu'à nettoyer leur merde eux-mêmes. Mais Nagarajan a pris peur. Si Smita n'y va plus, ils seront chassés. Ils n'ont pas de terre à eux. Les Jat viendront incendier leur cahute. Elle sait de quoi ils sont capables. On te coupera les deux jambes, avait-il dit à l'un des leurs. On a retrouvé l'homme démembré et brûlé à l'acide dans le champ d'à côté. Oui, Smita sait de quoi les Jats sont capables. Alors elle y retourne le lendemain. Mais ce matin n'est pas un jour comme les autres. Smita a pris une décision qui s'est imposée à elle comme une évidence. Sa fille ira à l'école. Elle a eu du mal à convaincre Nagarajan. À quoi bon, disait-il. Elle saura peut-être lire et écrire, mais personne ici ne lui donnera du travail. On est videur de toilettes et on le reste jusqu'à sa mort. C'est un héritage, un cercle dont personne ne peut sortir. Un karma. Smita n'a pas cédé. Elle en a reparlé le lendemain, le jour d'après et les suivants. Elle refuse d'emmener Lalita en tournée avec elle. Elle ne lui montrera pas les gestes des videurs de toilettes. Elle ne verra pas sa fille vomir dans les fossés, comme sa mère avant elle. Non, Smita s'y refuse. Lalita doit aller à l'école. Devant sa détermination, Nagarajan a fini par céder. Il connaît sa femme, sa volonté est puissante. Cette petite Dalit à la peau brune qui a épousé il y a 10 ans est plus forte que lui. Il le sait. Alors, il finit par céder. Bonsoir Julia, merci, c'est gentil. Soit, il ira à l'école du village et parlera au brahman. Smita a souri secrètement de sa victoire. Elle aurait tant voulu que sa mère se batte pour elle, tant aimé passer la porte de l'école, s'asseoir parmi les autres enfants, apprendre à lire et à compter. Mais cela n'avait pas été possible. Le père de Smita n'était pas un homme bon comme Nagarajan. Il était irascible et violent. Il battait son épouse comme tous le font ici.
Bonsoir. Je sais pas. C'est la tresse. Il le répétait souvent. Une femme n'est pas l'égale de son mari, elle lui appartient. Elle est sa propriété, son esclave. Elle doit se plier à sa volonté. Assurément, son père aurait préféré sauver sa vache plutôt que sa femme. Smita, elle, a de la chance. Nagarajan ne l'a jamais battue, jamais insultée. Lorsque Lalita est née, il a même été d'accord pour la garder. Pas loin d'ici, on tue les filles à la naissance. Dans les villages du Rajasthan, on les enterre vivantes, dans une boîte sous le sable, juste après leur naissance. Les petites filles mettent une nuit à mourir. Mais pas ici. Smita contemple Lalita, accroupie sur le sol en terre battue de la cahute, en train de coiffer son unique poupée. Elle est belle, sa fille. Elle a les traits fins, les cheveux longs jusqu'à la taille, que Smita démêle et tresse tous les matins. Ma fille saura lire et écrire, se dit-elle, et cette pensée la réjouit. Oui, aujourd'hui est un jour dont elle se souviendra toute sa vie. Giulia, Palerme, Sicile. Giulia! Giulia ouvre les yeux péniblement. La voix de sa mère retentit d'en bas. Giulia! Cendi! Subito! Giulia est tentée d'enfouir sa tête sous l'oreiller. Elle n'a pas assez dormi. Elle a encore passé la nuit à lire. Elle sait pourtant qu'elle doit se lever. Lorsque la mère appelle, il faut obéir. C'est une mère sicilienne. Giulia! La jeune femme quitte son lit à regret. Elle se lève et s'habille à la hâte avant de descendre à la cuisine, où s'impatiente la mamma. Sa sœur Adela est déjà levée, occupée à vernir ses ongles de pied sur la table du petit déjeuner. L'odeur du solvant fait grimacer Giulia. Sa mère lui sert une tasse de café. Ton père est parti, c'est toi qui ouvres ce matin. Giulia saisit les clés de l'atelier et quitte rapidement la maison. Tu n'as rien mangé, emporte quelque chose. Ignorant les mots de sa mère, elle enfourche son vélo et s'éloigne à grande pédalée. L'air frais du matin l'éveille un peu. Le vent dans les avenues lui fouette le visage et les yeux. Aux abords du marché, les odeurs d'agrumes et d'olives viennent lui piquer le nez. Giulia longe l'étal du poissonnier exhibant sardines et anguilles fraîchement pêchées. Elle accélère, monte sur les trottoirs, quitte la piazza Ballaro où les vendeurs ambulants apostrophent déjà les clients. Elle parvient dans une impasse à l'écart de la via Roma. C'est là qu'est installé l'atelier de son père, dans un ancien cinéma dont il a racheté les murs il y a 20 ans. L'âge de Giulia. Ces locaux d'alors étaient exigus, un déménagement s'imposait. Sur la façade, on peut encore distinguer l'endroit où étaient placardées les affiches des films. Il est loin le temps où Palermitani se pressait pour voir les comédies d'Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni. Aujourd'hui, la plupart des salles ont fermé, comme ce petit cinéma de quartier, transformé en atelier. Il a fallu emménager la cabine de projection en bureau, percer des fenêtres dans la grande salle afin que les ouvrières aient assez de lumière pour travailler. Le papa a effectué lui-même tous les travaux. L'endroit lui ressemble, songe Giulia. Il est brouillon et chaleureux comme lui. Malgré ses excès de colère légendaires, Pietro Lanfredi est apprécié et respecté de ses employés. C'est un père aimant, bien qu'exigeant et autoritaire, qui a élevé ses filles dans le respect de la discipline et leur a transmis le goût du travail bien fait. Giulia saisit la clé et ouvre la porte. D'ordinaire, son père est le premier arrivé. Il tient à accueillir lui-même ses ouvrières. C'est ça être le patrone, se plaît-il à répéter. Il a toujours un mot pour l'une, une attention pour l'autre, un geste pour chacune. Mais aujourd'hui, il est parti en tournée chez les coiffeurs de Palerme et des environs. Il ne sera pas là avant midi. Ce matin, Giulia est la maîtresse de maison. À cette heure, tout est calme dans l'atelier. Bientôt,
L'endroit bruissera de 1000 conversations, de chansons, d'éclats de voix. Mais pour l'instant, il n'y a que le silence et l'écho des pas de Julia. Elle marche jusqu'au vestiaire réservé aux ouvrières et dépose ses affaires dans le casier à son prénom. Elle attrape sa blouse, se glisse comme chaque jour dans cette seconde peau. Elle rassemble ses cheveux, les roule en un chignon serré et y pique des épingles avec agilité. Puis, elle recouvre sa tête d'un fichu, une précaution indispensable ici. Il ne faut pas mêler ses cheveux à se traiter à l'atelier. Ainsi, vêtue et coiffée, elle n'est plus la fille du patron. Elle est une ouvrière comme une autre, une employée de la maison Lanfredi. Elle y tient. Elle a toujours refusé d'être privilégiée. La porte de l'entrée s'ouvre dans un grincement et une joyeuse nuée emplit l'espace. En un instant, l'atelier s'anime, devient cet endroit bruyant que Julia aime tant. Dans un brouhaha indistinct, où les conversations s'entremêlent, les ouvrières se hâtent jusqu'au vestiaire où elles enfilent blouse et tablier avant de rejoindre leur place en bavardant. Julia se joint à elle. Agnès a les traits tirés, son dernier fait ses dents, elle n'a pas dormi de la nuit. Federica retient ses larmes, son fiancé l'a quittée. Encore s'exclame Alda. Il reviendra demain, la rassure Paola. Ici, les femmes partagent plus qu'un métier. Tandis que leurs mains s'activent sur des cheveux à traiter, elles parlent des hommes, de la vie, de l'amour, à longueur de journée. Ici, toutes savent que le mari de Gina boit, que le fils d'Alda frait avec Piovra, qu'Alessia a une brève liaison avec l'ex-mari de Rina, qui ne lui a jamais pardonné. Julia aime la compagnie de ces femmes dont certaines les connaissent depuis qu'elle est enfant. Elle est presque née ici. Sa mère se plaît à raconter comment les contradictions l'ont surprise alors qu'elle était occupée à trier des mèches dans la salle principale. Elle n'y travaille plus aujourd'hui en raison de sa mauvaise vue. A dû céder sa place à une employée, aux yeux plus affûtés. Pardon. Julia a grandi là. Entre les cheveux à démêler, les mèches à laver, les commandes à expédier. Elle se souvient des vacances et les mercredis, passer les ouvrières à les regarder travailler. Elle aimait observer leurs mains en train de s'activer telle une armée de fourmis. Elle les voyait jeter les cheveux sur les cadres, les cardes, ces grands peignes carrés pour les démêler puis les laver dans un baignoire fixé sur des tréteaux. Un ingénieux bricolage de son père qui n'aimait pas voir ses employés s'abîmer le dos. Julia s'amusait de la façon dont on suspendait les mèches aux fenêtres pour les faire sécher. On aurait dit le butin d'une tribu d'Indiens, une série de scalps étrangement exhibés. Elle a parfois l'impression qu'ici le temps s'est arrêté. Il continue sa course dehors, mais à l'intérieur de ses murs, elle se sent protégée. C'est un sentiment doux, rassurant, la certitude d'une étrange permanence des choses. Voilà près d'un siècle que sa famille vit dans la cascatura, cette coutume sicilienne ancestrale qui consiste à garder les cheveux qui tombent ou que l'on coupe pour en faire des postiches ou perruques. Fondé en 1926 par l'arrière-grand-père de Giulia, l'atelier Lanfredi est le dernier de ce type à Palerme. Il compte une dizaine d'ouvrières spécialisées qui démêlent, lavent et traitent des mèches envoyées ensuite en Italie et dans toute l'Europe. Le jour de ses 16 ans, Giulia a choisi de quitter le lycée pour rejoindre son père à l'atelier. Élève douée selon ses professeurs, surtout celui d'italien, qui l'incitait à continuer. Elle aurait pu faire des études, entrer à l'université, mais il était pour elle impensable de changer de voie. Plus qu'une tradition, les cheveux sont une passion chez les Lanfredi, qui se transmet de génération en génération. Étrangement, les sœurs de Giulia n'ont pas manifesté d'intérêt pour le métier, et elle est la seule des filles Lanfredi à s'y consacrer. Francesca s'est mariée jeune et ne travaille pas. Elle a 4 enfants aujourd'hui. Adela, la cadette, est encore au lycée et se destine au métier de la mode ou au mannequinat. Tout plutôt que la voix de ses parents. Pour les commandes spécialisées, les couleurs difficiles à trouver, le papa a un secret, une formule héritée de son père et de son grand-père avant lui, à base de produits naturels dont il ne dit jamais le nom. Cette formule, il l'a transmise à Giulia. Il l'emmène souvent sur le toit
dans son lab- laboratorio, comme il l'appelle. De là-haut, on peut voir la mer et de l'autre côté le Monte Pellegrino. Et vêtu d'une blouse blanche qui le fait ressembler à un professeur de chimie, Pietro fait bouillir de grands seaux pour pratiquer les retouches. Il sait comment décolorer les cheveux et les reteindre ensuite, sans que la couleur passe au lavage. Giulia le regarde faire des heures durant, attentive au moindre de ses mouvements. Son père surveille ses cheveux comme la mamma se pasta. Il les remue à l'aide d'une cuillère en bois, les laisse reposer avant d'y revenir inlassablement. Il y a de la patience, de la rigueur, de l'amour aussi, dans ce soin qu'il prend d'eux. Il se plaît à dire qu'un jour ses cheveux seront portés et méritent le plus grand des respects. Giulia se prend parfois à rêver aux femmes à qui les perruques sont destinées. Les hommes, ici, ne sont pas enclins à porter des postiches. Ils sont trop fiers, trop attachés à une certaine idée de leur virilité. Pour une raison inconnue, certains cheveux résistent à la formule secrète de Lanfredi. Des seaux dans lesquels ils sont plongés, la plupart ressortent d'un blanc laiteux, ce qui permet de les reteindre ensuite, mais un petit nombre d'individus conservent sa couleur d'origine. Ces quelques rebelles constituent un réel problème. Il est en effet inconcevable qu'un client trouve, au milieu d'une mèche soigneusement colorée, des récalcitrants noirs ou bruns. En raison de son acuité visuelle, Giulia est chargée de cette tâche délicate. Elle doit trier les cheveux un par un, afin d'en soustraire les irréductibles. C'est une véritable chasse aux sorcières qu'elle mène chaque jour, une traque minutieuse sans répit. La voix de Paola l'attire de sa rêverie. Mia cara, tu as l'air fatiguée. Tu as encore lu toute la nuit. Giulia ne dément pas. À Paola, on ne peut rien cacher. La vieille femme est la doyenne des ouvrières de l'atelier. Ici, toutes l'appellent nonna. Elle a connu le père de Giulia enfant. Elle aime à raconter qu'elle laçait ses souliers. Du haut de ses 75 ans, elle voit tout. Ses mains sont usées, sa peau ridée comme un parchemin, mais son regard toujours perçant. Veuve à 25 ans, elle a élevé seule ses 4 enfants, refusant toute sa vie de se remarier. Lorsqu'on lui demande pourquoi, elle répond qu'elle tient trop à sa liberté. Une femme mariée doit des comptes, dit-elle. Fais ce que tu veux, mia cara, mais surtout, ne te marie pas, répète-t-elle à Giulia. Elle raconte volontiers ses fiançailles avec cet homme que son père lui avait destiné. La famille de son futur mari tenait à une exploitation de citrons. La nonna avait dû travailler pour les ramasser le jour même de ses noces. Dans les campagnes, il n'y avait pas le temps de s'arrêter. Elle se souvient de l'odeur du citron qui flottait perpétuellement sur les vêtements et les mains de son mari. Lorsqu'il est mort d'une pneumonie quelques années plus tard, la laissant seule avec leurs 4 enfants, elle a dû partir à la ville pour chercher un emploi. Elle a rencontré le grand-père de Giulia, qui l'a engagée à l'atelier. Voilà 5 décennies qu'elle y est employée. C'est pas dans les livres que tu trouveras un mari, s'exclame Alda. Me laisse-la tranquille avec ça, gronde la nonna. De mari, Giulia n'en cherche pas. Elle ne fréquente ni les cafés ni les boîtes de nuit, pourtant prisée des gens de son âge. Ma fille est un peu sauvage, a l'habitude de dire la mamma. À la clameur des discothèques, Giulia préfère le silence feutré de la biblioteca comunale. Elle s'y rend chaque jour à l'heure du déjeuner. Insatiable lectrice, elle aime l'ambiance des grandes salles tapissées de livres que seul le bruissement des pages vient troubler. Il lui semble qu'il y a quelque chose de religieux, un recueillement quasi mystique qui lui plaît. Lorsqu'elle lit, Giulia ne voit pas le temps passer. Enfant, elle dévorait les romans d'Emilio Salgari, assise au pied des ouvrières. Plus tard, elle a découvert la poésie. Elle aime Caproni plus qu'Ungaretti, la prose de Moravia et surtout les mots de Pavès, son auteur de chevet. Elle se dit qu'elle pourrait passer sa vie en cette seule compagnie. Elle en oublie même de manger. Il n'est pas rare de la voir rentrer le ventre vide de sa pause déjeuner.
C'est ainsi. Julia dévore les livres comme d'autres les cannolent. Lorsqu'elle revient à l'atelier cet après-midi-là, un silence inhabituel règne dans la salle principale. À son entrée, tous les regards se tournent vers Julia. Mia cara, lui dit la nonna d'une voix qu'elle ne reconnaît pas. Ta mère vient d'appeler. Il est arrivé quelque chose au papa. Sarah. Montréal, Canada. L'alarme sonne et le compte à rebours commence. Sarah est en lutte contre le temps, de l'instant où elle se lève à celui où elle se couche. À la seconde où elle ouvre les yeux, son cerveau s'allume comme le processeur d'un ordinateur. Chaque matin, elle se réveille à 5 heures. Pas le temps de dormir plus, chaque seconde est comptée. Sa journée est chronométrée, millimétrée, comme ces feuilles de papier qu'elle achète à la rentrée pour les cours de maths des enfants. Il est loin le temps de l'insouciance, celui d'avant le cabinet, la maternité, les responsabilités. Il suffisait alors d'un coup de fil pour changer le cours d'une journée. Et si ce soir on faisait? Et si on partait? Et si on allait? Aujourd'hui, tout est planifié, organisé, anticipé. Plus d'improvisation. Leur rôle est appris, joué, répété chaque jour, chaque semaine, chaque mois, toute l'année. Mère de famille, cadre supérieur, working girl, it girl, Wonder Woman, étant autant d'étiquettes que les magazines féminins collent sur le dos des femmes qui lui ressemblent comme autant de sacs pesants sur leurs épaules. Sarah se lève, se douche, s'habille. Ses gestes sont précis, efficaces, orchestrés comme une symphonie militaire. Elle descend à la cuisine, dresse la table du petit déjeuner, toujours dans le même ordre. Lait, bol, jus d'orange, chocolat, pancake pour Anna et Simon, céréales pour Ethan, double café pour elle. Elle va ensuite réveiller les enfants. Anna d'abord, puis les jumeaux. Leurs vêtements ont été préparés la veille par Ron. Ils n'ont qu'à se débarbouiller et les enfiler pendant qu'Anna remplit les lunchbox. C'est une affaire qui roule aussi vite que la berline de Sarah dans les rues de la ville pour les déposer à l'école. Simon et Ethan en primaire, Anna au collège. Après les bises, les tu n'as rien oublié, les couvre-toi mieux, les bon courage pour l'examen de maths, les arrêtez de chahuter derrière, les non, tu vas à la gym. Et enfin, le traditionnel, le week-end prochain, où vous êtes chez votre père. Sarah prend la direction du cabinet. À 8h20 précisément, elle gare sa voiture dans le parking, devant le panneau portant son nom, Sarah Cohen, Johnson et Lakewood. Cette plaque qu'elle contemple tous les matins avec fierté désigne plus que l'emplacement de sa voiture. Elle est un titre, un grade, sa place dans le monde, un accomplissement, le travail d'une vie, sa réussite, son territoire. Dans le hall, le portier la salue, puis la standardiste, toujours selon le même rituel. Ici, tous l'apprécient. Sarah pénètre dans l'ascenseur, appuie sur le bouton du 8e étage, traverse les couloirs d'un pas rapide en direction de son bureau. Il n'y a pas grand monde. Elle est souvent la première arrivée et la dernière partie. C'est à ce prix qu'on construit une carrière, à ce prix qu'on devient Sarah Cohen, associée en equity du prestigieux cabinet Johnson & Lakewood, l'un des plus cotés de la ville. S'il y a une majorité de femmes parmi les collaboratrices, Sarah est la première à avoir été promue associée dans ce cabinet réputé machiste. La plupart de ses amies de l'école du barreau se sont heurtées au plafond de verre. Certaines d'entre elles ont même abandonné, changé de carrière, malgré les études longues et exigeantes qu'elles ont menées. Mais pas elle. Sarah Cohen. Pas Sarah Cohen. Le plafond, elle l'a pulvérisé, fait exploser à grands coups d'heures supplémentaires, de week-ends passés au bureau, de nuits à préparer ses plaidoiries. Elle se souvient de la première fois où elle est entrée dans le grand hall en marbre, il y a 10 ans. Venue passer son entretien d'embauche, elle s'était retrouvée devant 8 hommes, dont Johnson en personne, l'associé fondateur de Manning Partners, Dieu lui-même, sorti de son bureau pour l'occasion
et descendu en salle de réunion. Il n'avait pas prononcé un mot, l'avait fixé d'un œil sévère, détaillant chaque ligne de son CV sans faire le moindre commentaire. Sarah s'était sentie déstabilisée, mais n'en avait rien montré. Elle était experte dans l'art de porter un masque, une discipline qu'elle pratiquait depuis longtemps. En sortant, elle s'était sentie vaguement découragée. Johnson n'avait manifesté aucun intérêt à son égard, ne lui avait posé aucune question. Tel un joueur aguerri lors d'une partie de poker, il avait affiché durant l'entretien un visage impassible, se fendant d'un au revoir sévère qui laissait entrevoir peu d'espoir pour l'avenir. Sarah savait qu'ils étaient nombreux, les candidats au poste du collaborateur. Elle venait d'un autre cabinet, plus petit et moins prestigieux. Rien n'était gagné. D'autres auraient plus d'expérience, plus d'agressivité, plus de chance peut-être aussi. Par la suite, elle avait appris que Johnson l'avait choisi en personne, l'avait désigné parmi tous les candidats contre l'avis de Gary Kirst. Il allait falloir s'y habituer. Pardon. Gary Kirst ne l'aimait pas. Ou alors, il l'aimait trop. Il était peut-être jaloux, ou bien il la désirait. Qu'importe. Il se montrerait hostile en toutes circonstances, gratuitement, irrémédiablement. Sarah les connaissait, ces hommes ambitieux qui détestaient les femmes, se sentaient menacés par elles. Elle les côtoyait, mais n'en faisait que peu de cas. Elle traçait son chemin, les laissant sur le bas-côté. Chez Johnson Lockwood, elle avait gravi les échelons à la vitesse d'un cheval lancé au galop, se forgeant une solide réputation en cours de justice. Le tribunal était son arène, son territoire, son colisée. Lorsqu'elle y pénétrait, elle devenait une guerrière, une combattante, intraitable, impitoyable. Pour plaider, elle prenait une voix légèrement différente de la sienne, plus grave, plus solennelle. Elle s'exprimait par phrases courtes, incisives, tranchantes comme des épercutes. Elle laissait ses adversaires KO s'engouffrant dans la moindre faille, la moindre faiblesse de leur argumentaire. Elle connaissait par cœur ce dossier. Elle ne se laissait pas démonter et ne perdait jamais la face. Depuis qu'elle avait commencé à exercer dans ce petit cabinet de la rue Winston, qu'il avait embauché après son diplôme de barreau, elle avait gagné la très grande majorité de ses affaires. Elle était admirée et redoutée. Elle était, à presque 40 ans, un modèle de réussite pour les avocats de sa génération. Au cabinet, le bruit courait qu'elle était la prochaine managing partner. Johnson était âgé, il faudrait lui succéder. La place était convoitée par tous les associés. Il s'y voyait déjà, calife à la place du calife. Ce poste était une consécration, un Everest dans le monde de l'avocature. Sarah avait tout pour être désignée. Un parcours exemplaire, une volonté sans faille, une capacité de travail défiant toute concurrence. Une forme de boulimie qui toujours la poussait à rester en mouvement. Elle était une sportive, une alpiniste, qui après chaque pic s'attaquait au suivant. Elle voyait sa vie ainsi comme une longue ascension, se demandant parfois ce qui se passerait lorsqu'elle serait au sommet. Ce jour-là, elle attendait sans vraiment l'espérer. Pardon. Bien sûr, sa carrière avait exigé des sacrifices. Elle lui avait coûté son lot de nuits blanches et ses 2 mariages. Si Sarah répétait souvent que les hommes aimaient les femmes qui ne leur font pas d'ombre, elle admettait aussi que 2 avocats ensemble, c'était un de trop. Elle avait lu un jour dans un magazine, elle qui n'en lisait presque jamais, une statistique cruelle sur la durée de vie des couples d'avocats. Elle l'avait montrée à son mari d'alors, et ils en avaient ri, avant de se séparer, l'année d'après. Accaparée par son travail au cabinet, Sarah avait dû renoncer à partager de nombreux moments avec ses enfants. Faire l'impasse sur les sorties scolaires, les kermesses de fin d'année, les spectacles de danse, les goûters d'anniversaire et les vacances lui pesaient plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait que tous ces instants ne se rattraperaient pas, et cette pensée l'affectait. Elle la connaissait bien, cette culpabilité des mères qui travaillent. Elle l'avait assaillie dès la naissance d'Anna,
dès ce jour terrible où elle avait dû la laisser, alors âgée de 5 jours, dans les bras d'une nounou pour gérer une urgence au cabinet qu'elle employait. Elle avait vite compris qu'il n'y aurait pas de place dans le milieu où elle évoluait pour les atermoiements d'une mère éplorée. Elle avait caché ses larmes sous une épaisse couche de fond de teint avant d'aller travailler. Elle se sentait déchirée, écartelée, mais ne pouvait se confier à personne. Elle enviait alors la légèreté de son mari, cette fascinante légèreté des hommes chez qui ce sentiment semblait curieusement absent. Il passait la porte de chez eux avec une insolente facilité. En partant le matin, ils n'emportaient que leur dossier, alors qu'elle traînait partout le fardeau de sa culpabilité, comme une tortue, sa lourde carapace. Au début, elle avait tenté de lutter contre ce sentiment, de le rejeter, de le nier, mais elle n'y était pas parvenue. Elle avait fini par lui faire une place dans sa vie. La culpabilité était sa vieille compagne, qui s'imposait partout sans y être invitée. Elle était cette pancarte de publicité dans un champ, cette verrue au milieu d'un visage, disgracieuse, inutile. Mais c'était ainsi. Elle était là. Il fallait faire avec. Auprès de ses collaborateurs et associés, Sarah ne laissait rien paraître. Elle avait pour règle de ne jamais parler de ses enfants. Elle ne les mentionnait pas, n'avait pas de photo d'eux dans son bureau. Lorsqu'elle devait quitter le cabinet pour une visite chez le pédiatre ou une convocation à l'école à laquelle elle ne pouvait déroger, elle préférait dire qu'elle avait un rendez-vous extérieur. Elle savait qu'il était mieux vu de partir tôt pour prendre un verre que d'évoquer les problèmes de nounou. Il valait mieux mentir, inventer, broder, tout, plutôt que d'avouer qu'on avait des enfants. En d'autres termes, des chaînes, des liens, des contraintes. Ils étaient autant de freins à votre disponibilité à l'évolution de votre carrière. Sarah se souvient de cette femme, dans l'ancien cabinet où elle exerçait, qui venait d'être promue associée et qui, à l'annonce de sa grossesse, s'était vue destituée, renvoyée au statut de collaboratrice. C'était une violence sourde, invisible, une violence ordinaire que personne ne dénonçait. Sarah en avait tiré une leçon pour elle-même. Lors de ses 2 grossesses, elle n'avait rien dit à sa hiérarchie. Étonnamment, son ventre était resté plat, longtemps, jusqu'à 7 mois environ. Sa gravidité était quasi indécelable, même pour ses jumeaux, comme si, au creux d'elle-même, ses enfants avaient senti qu'il valait mieux rester discret. C'était leur petit secret, une sorte de pacte tacite entre eux. Sarah avait pris le congé maternité le plus bref possible, a été revenue au bureau 2 semaines après sa césarienne, la ligne impeccable, le teint fatigué mais soigneusement maquillé, le sourire parfait. Le matin, avant de garer sa voiture en bas du cabinet, elle faisait une halte sur le parking du supermarché voisin afin de retirer les 2 sièges bébés de la banquette arrière et de les placer dans le coffre pour les rendre invisibles. Bien sûr, ses collègues savaient qu'elle avait des enfants, mais elle prenait soin de ne jamais le leur rappeler. Une secrétaire avait le droit de parler petit pot et pousser dentaire, pas une associée. Sarah avait ainsi construit un mur parfaitement hermétique entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Chacune suivait son cours, telles 2 droites parallèles qui ne se rencontrent pas. C'était un mur fragile, précaire, qui se fissurait parfois et s'effondrerait peut-être un jour. Qu'importe. Elle se plaisait à penser que ses enfants seraient fiers de ce qu'elle avait construit, de ce qu'elle était. Elle s'efforçait de compenser la quantité des moments passés avec eux par leur qualité. Dans l'intimité, Sarah était une mère tendre et attentionnée. Pour tout le reste, il y avait Ron, Magic Ron, comme les enfants l'avaient eux-mêmes surnommé. Ils riaient de cette appellation, qui était devenue presque un titre. Sarah avait recruté Ron quelques mois après la naissance des jumeaux. Elle avait eu maille à partir avec Linda, sa précédente nounou, qui, outre ses retards incessants et son peu d'empressement au travail, avait commis une faute grave ayant entraîné sa mise à pied immédiatement. Rentrée à l'improviste pour prendre un dossier qu'elle avait oublié, Sarah avait trouvé Ethan, alors âgé de 9 mois, seul dans son lit, dans la maison déserte. Linda était revenue du supermarché 1 heure plus tard, comme si de rien n'était, accompagnée de Simon. Prise en faute, elle s'était justifiée en expliquant qu'elle promenait chaque jumeau 1 jour sur 2,
en alternance, jugeant trop difficile de les sortir ensemble. Sarah l'avait renvoyé le jour même, prétextant au cabinet une sciatique invalidante. Elle avait auditionné les jours suivants de nombreuses assistantes maternelles, parmi lesquelles figurait Ron. Surprise de trouver un homme aspirant à ce poste, elle avait d'abord écarté sa candidature. On lit tant de choses dans les journaux. En outre, ses deux maris s'étant peu illustrés dans l'art de changer une couche ou donner un biberon, elle doutait de la capacité d'un homme à exceller dans ses tâches. Elle s'était alors rappelé son entretien d'embauche chez Johnson et Lockwood, et ce qu'elle avait dû accomplir en tant que femme pour s'imposer dans ce milieu. Elle avait finalement ravisé son jugement. Ron avait droit à sa chance, comme les autres. Il avait un CV irréprochable, des références solides. Il était lui-même père de 2 enfants. Il habitait dans un quartier voisin. Il était évident qu'il avait toutes les qualités requises pour le poste. Sarah l'avait mis à l'essai durant 2 semaines, pendant lesquelles Ron s'était révélé parfait. Il passait des heures à jouer avec les enfants, cuisinait divinement, faisait les courses, le ménage, la lessive, la déchargeant de tout ce que le quotidien peut avoir d'astreignant. Les enfants l'avaient adopté, les jumeaux comme Anna, alors âgée de 5 ans. Sarah venait de se séparer de son second mari, le père des garçons, et elle avait pensé qu'une figure masculine serait appréciable dans une famille monoparentale comme la sienne. Inconsciemment, elle s'assurait peut-être aussi en engageant un homme que personne ne prendrait sa place de maman. Ron était donc devenu Magic Ron, indispensable à sa vie et à celle de ses enfants. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, Sarah voyait une femme de 40 ans à qui tout avait réussi. Elle avait 3 beaux enfants, une maison bien tenue dans un quartier huppé, une carrière que beaucoup lui enviaient. Elle était à l'image de ces femmes que l'on voit dans les magazines souriantes et accomplies. Sa blessure ne se voyait pas, elle était invisible, quasi indécelable sous son maquillage parfait et ses tailleurs de grand couturier. Pourtant, elle était là. Comme des milliers de femmes à travers le monde, Sarah Cohen était coupée en deux. Elle était une bombe prête à exploser. Pardon. Smita. Village de Badlapur, Uttar Pradesh, Inde. Viens là, lave-toi, ne traîne pas. C'est aujourd'hui, il ne faut pas être en retard. Dans la cour, derrière la cahute, Smita aide Lalita à se laver. La petite fille se laisse faire, docile, elle ne proteste même pas quand l'eau lui coule dans les yeux. Smita démêle ses cheveux qui lui descendent jusqu'à la taille. Elle ne les a jamais coupés, c'est la tradition ici. Les femmes gardent longtemps leurs cheveux de naissance, parfois toute leur vie. Elle divise la chevelure en 3 mèches qu'elle entrelace avec une main d'experte pour en faire une tresse. Elle lui tend ensuite le sari qu'elle a cousu pour elle, des nuits durant. Une voisine lui a offert du tissu. Elle n'a pas les moyens d'acheter l'uniforme que portent ici les écoliers. Mais qu'importe. Sa fille sera belle pour son entrée à l'école, se dit-elle. Elle s'est levée à l'aube pour lui préparer son repas. Il n'y a pas de cantine. Chaque enfant doit apporter son déjeuner. Elle a cuisiné du riz auquel elle a ajouté un peu de curry, celui qu'elle réserve pour les grandes occasions. Elle espère que Lalita mangera avec appétit pour son premier jour d'école. Il faut de l'énergie pour apprendre à lire et à écrire. Elle a placé le repas dans une lunchbox improvisée, une boîte en fer soigneusement nettoyée qu'elle a elle-même décorée. Elle ne veut pas que Lalita ait honte devant les autres. Elle saura lire, tout comme eux, comme les enfants des Jattes. Mets-toi de la poudre, occupe-toi de l'hôtel, vite! Dans l'unique pièce de la cahute, qui sert tout à la fois de cuisine, de chambre et de temple, Lalita est chargée de nettoyer le petit hôtel consacré aux dieux. Elle allume une bougie à la place et la place près des images pieuses. C'est elle qui agite le grelot à la fin des louanges. Ensemble, Smita et sa fille récitent une prière à l'attention de Vishnu, le dieu de la vie et de la création, le protecteur de tous les humains. Lorsque l'ordre du monde est perturbé, il s'incarne pour descendre sur terre et y remédier.
prenant tour à tour la forme d'un poisson, d'une tortue, d'un sanglier, d'un homme-lion ou même d'un homme. Lalita aime s'asseoir près du petit autel le soir après le repas et écouter sa mère lui raconter l'histoire des 10 avatars de Vishnu. Lors de sa première incarnation humaine, il a défendu la caste des brahmanes contre les kshatriyas. Il a rempli 5 lacs de leur sang. Lalita frissonne toujours à l'évocation de ce récit. Elle prend garde, dans ses jeux, à ne pas écraser la moindre fourmi, la moindre araignée. On ne sait jamais. Vishnu est peut-être là, tout près, incarné dans l'une de ces misérables créatures. Un dieu au bout de son doigt. L'idée lui plaît, et l'effraie en même temps. La Garajan aussi aime écouter Smita, le soir, près de l'autel. Sa femme est une formidable conteuse, elle qui ne sait pourtant pas lire. Ce matin, pas de temps pour les histoires. La Garajan est parti tôt, comme à son habitude, dès le lever du jour. Il est chasseur de rats, comme son père avant lui. Il travaille dans les champs des jades. C'est une tradition ancestrale, un savoir-faire transmis en guise d'héritage, l'art d'attraper les rats à main nue. Les rongeurs mangent des récoltes et fragilisent le sol en y creusant des galeries. Nagar Agent a appris à reconnaître ces trous minuscules dans la terre, si caractéristiques. Il faut être attentif, disait son père, et patient. N'aie pas peur. Au début, tu seras mordu. Tu vas apprendre. Il se souvient de sa première prise, à l'âge de 8 ans, quand il avait introduit sa main dans le trou. Une douleur fulgurante lui avait traversé la chair. Le rat avait mordu cet espace tendre entre le pouce et l'index, où la peau est si fine. Nagar Agent avait crié et retiré sa main ensanglantée. Son père avait ri. Tu t'y prends mal. Il faut être plus rapide, tu dois le surprendre, recommence. Nagar Agent avait peur. Il avait retenu ses larmes. Recommence. Il s'était repris à 6 fois, 6 morsures, avant de sortir le rat énorme de sa cachette. Son père avait saisi l'animal par la queue, lui avait fracassé la tête contre une pierre, avant de le tendre à nouveau à son fils. Voilà, avait-il dit simplement. Nagar Agent avait saisi le rat, mort, comme on prend un trophée, et l'avait rapporté à la maison. Sa mère avait d'abord pansé sa main, puis elle avait fait griller le rat. Ils l'avaient mangé ensemble au dîner. Les Dalits, comme Nagar Agent, ne touchent pas de salaire. Ils ont juste le droit de garder ce qu'ils prennent. C'est une forme de privilège. Les rats appartiennent aux jats, comme les champs, et tout ce qui se trouve au-dessus et en dessous. Griller, ce n'est pas bon. Ça ressemble au poulet, disent certains. C'est le poulet du pauvre, celui des Dalits, la seule viande dont ils disposent. Nagar Agent raconte que son père mangeait les rats entiers, avec la peau et les poils, ne laissant que la queue indigeste. Il plantait la bête sur un bâton, la faisait griller au-dessus du feu avant de la croquer tout entière. Lalita rit lorsqu'il raconte cette histoire. Smita, elle préfère enlever la peau le soir, il mange le rat de la journée avec du riz, dont Smita garde l'eau de cuisson qu'elle sert en guise de sauce. Parfois, il y a aussi les restes donnés par les familles dont elle vide les toilettes, qu'elle rapporte et partage avec les voisins. Ton bindi, n'oublie pas. Lalita fouille dans ses affaires et en sort un petit flocon de vernis, trouvé au jour en jouant sur le bord du chemin. Elle n'a pas osé dire à sa mère qu'elle l'avait dérobé alors qu'il venait de tomber du sac d'une passante. Le flacon avait roulé dans le fossé où l'enfant l'avait ramassé, le serrant comme un trésor pour le dissimuler. Elle avait rapporté son butin le soir même en prétextant l'avoir trouvé, gonflée d'un sentiment de joie en même temps que de honte. Si Vishnu savait. Pardon. Smita prend le flacon des mains de sa fille, et dessine sur son front un rond rouge vermillon. Il faut que le cercle soit parfait, c'est une technique délicate, qui demande un peu d'entraînement. Elle tapote doucement le vernis du bout de son doigt avant de le fixer avec de la poudre. Le bindi, le troisième œil comme on l'appelle ici, retient l'énergie et augmente la concentration. Lalita en aurait besoin aujourd'hui, se dit sa mère.
Elle contemple le petit cercle régulier sur le front de l'enfant et sourit. Salut Clara. Lalita est jolie. Elle a les traits fins, les yeux noirs, sa bouche est tourlée comme le contour d'une fleur. Elle est belle dans son sari vert. Smita se sent pleine de fierté devant sa fille en écolière. Elle mange peut-être du rat, mais elle saura lire, se dit-elle, tandis qu'elle lui prend la main et l'entraîne vers la grande roue. Vers la grande route. Elle va l'aider à traverser. Ici, les camions affluent dès le matin et roulent vite. Il n'y a pas de signalisation, ni de passage réservé aux piétons. Tandis qu'elle s'avance, Lalita lève les yeux vers sa mère, inquiète. Ce ne sont pas les camions qui l'effraient, mais ce monde nouveau, inconnu de ses parents, dans lequel elle va devoir pénétrer, seule. Smita sent le regard implorant de l'enfant. Il serait si facile de rebrousser chemin, de prendre le panier en jonc, de l'emmener avec elle. Mais non, elle ne verra pas Lalita vomir dans le fossé. Sa fille ira à l'école. Elle saura lire, écrire et compter. Habille-toi, obéis, écoute le maître. La fillette a l'air perdue, soudain si fragile que Smita voudrait la prendre dans ses bras et ne plus jamais la lâcher. Elle doit lutter contre cet élan, se faire violence. L'instituteur a dit « D'accord » lorsque Nagarajan est allé le voir. Il a contemplé la boîte dans laquelle Smita avait glissé toutes leurs économies, des pièces soigneusement mises de côté des mois durant à cet effet. Il s'en est emparé et a dit « D'accord ». Smita le sait, tout fonctionne ainsi. L'argent est force de persuasion ici, et Nagarajan est revenu annoncer la bonne nouvelle à sa femme. Ils se sont réjouis. Elle traverse et tout à coup, c'est là, maintenant, le moment de lâcher la main de sa fille de l'autre côté de la route. Smita voudrait tant dire « Réjouis-toi, tu n'auras pas ma vie. Tu seras en bonne santé, tu ne tousseras pas comme moi, tu vivras mieux et plus longtemps, tu seras respecté. Tu n'auras pas sur toi cette odeur infâme, ce parfum indélébile et maudit. Tu seras digne. Personne ne te jettera des restes comme un chien. Tu ne baisseras plus jamais la tête ni les yeux. » Smita aimerait tant lui dire tout ça. Mais elle ne sait comment s'exprimer. Comment dire à sa fille ses espoirs et ses rêves un peu fous, ce papillon qui bat dans son ventre. Alors, elle se penche vers elle et lui dit simplement « Va. » Bonsoir. Julia, Palerme, Sicile. Julia s'éveille en sursaut. Elle a rêvé de son père cette nuit. Enfant, elle aimait tant l'accompagner faire sa tournée. Tôt le matin, ils montaient ensemble sur sa Vespa. Elle ne grimpait pas à l'arrière mais à l'avant, sur les genoux de son père. Elle aimait plus que tout le vent dans ses cheveux, cette impression grisante d'infini de liberté que la vitesse produit. Elle n'avait pas peur, les bras de son père l'entouraient, rien ne pouvait lui arriver. Elle criait dans les descentes de plaisir et d'excitation. Elle regardait le soleil se lever sur les côtes de Sicile, l'agitation naissante dans les faubourgs, la vie qui s'éveille et s'étire. Plus que tout, elle aimait sonner aux portes. « Bonjour, c'est pour la cascatura », annonça-t-elle fièrement. Les femmes parfois lui donnaient une friandise ou une image en lui confiant leur sachet de cheveux. Julia récupérait fièrement le butin qu'elle tendait au papa. Il sortait de son sac la petite balance en fonte qu'il emportait partout, héritée de son père et de son grand-père avant lui. Il pesait les mèches pour en estimer la valeur et donnait à la femme quelques pièces. Jadis, les cheveux étaient échangés contre des allumettes, mais à l'arrivée des briquets, leur commerce était éteint. Maintenant, on payait argent comptant. Son père évoquait souvent en riant ces personnes âgées, trop fatiguées pour quitter leur chambre, qui descendaient au bout d'une corde un panier contenant leurs cheveux. Il les saluait d'un geste, prenait les mèches avant de placer l'argent dans le panier qui remontait par le même procédé. Julia se souvient de cela, le rire de son père lorsqu'il lui racontait. Puis ils repartaient tous deux vers d'autres maisons. Arrivederci! Chez les coiffeurs, le butin était plus conséquent.
Julia aimait l'expression de son père lorsqu'il recevait une tresse de cheveux longs, les plus rares et les plus chers. Il les pesait, les mesurait, en touchait la texture et la densité. Il payait, remerciait, repartait. Il fallait faire vite. Rien qu'à Palerme, l'atelier Lafrendi comptait 100 fournisseurs. S'il se dépêchait, il serait de retour pour le déjeuner. Un instant encore, l'image est là, Julia à 9 ans sur le Vespa. Les quelques secondes qui suivent sont floues, confuses, comme si la réalité peinait à faire le point et se mêlait au rêve qui vient de s'achever. C'est donc vrai. Le papa a eu un accident la veille, pendant sa tournée. Pour une raison inexpliquée, sa Vespa a quitté la route. Il le connaît pourtant, ce chemin. Il l'a emprunté des centaines de fois. Un animal a dû traverser, ont dit les pompiers, à moins qu'il n'ait fait un malaise. Nul ne sait. Il est entre la vie et la mort à présent à l'hôpital Francesco Saverio. Les médecins refusent de se prononcer. Il faut se préparer au pire, ont-ils dit à la mamma. Le pire, Julia ne peut l'envisager. Un père, ça ne meurt pas. Un père, c'est éternel, c'est un roc, un pilier, surtout le sien. Pietro Lafredi est une force de la nature. Il nous fera un centenaire, a l'habitude de dire de son ami le docteur Signore en buvant avec lui un verre de grappa. Lui, Pietro, le bon vivant, le jouisseur, le papa, l'amateur de bon vin, le patriarche, le patron, le colérique, le passionné, lui, son père adoré, ne peut pas s'en aller. Pas maintenant, pas comme ça. Aujourd'hui, on célèbre Santa Rosalia. Quelle sombre ironie, se dit Giulia. Toute la journée, les palermitains en liesse font défiler en hommage à leur sainte patronne. La Fistuna va battre son plein, comme chaque année. Selon la coutume, son père a donné congé aux ouvrières afin qu'elles participent aux célébrations. La procession le long du Corso Vittorio Emanuele, puis le feu d'artifice sur le Foro Italico, à la nuit tombée. Julia n'a pas le cœur à la fête. En tentant d'ignorer les manifestations de joie dans les rues, elle se rend au chevet de son père, avec sa mère et ses sœurs. Sur son lit d'hôpital, le papa n'a pas l'air de souffrir. Cette pensée la console un peu. Son corps, jadis puissant, paraît si fragile, aujourd'hui qu'on dirait un enfant. Il semble plus petit qu'avant, songe-t-elle, comme s'il avait rétréci. C'est peut-être cela qui se produit quand l'âme s'en va. Elle chasse aussitôt de son esprit cette funeste pensée. Son père est là, il vit encore. Il faut se raccrocher à ça. Une commozione cérébrale, selon les médecins. Un mot qui signifie on ne sait pas. Personne ne peut dire s'il va mourir ou vivre. Lui-même semble n'avoir pas choisi. Il faut prier, dit la mamma. Ce matin, elle demande à Giulia et ses sœurs de l'accompagner à la procession de Santa Rosalia. La Vierge fleurie fait des miracles, dit-elle. Elle l'a prouvé par le passé en sauvant la ville de la peste. Il faut aller l'invoquer. Giulia n'aime guère ces manifestations de ferveur religieuse, ni la foule dont elle redoute les mouvements inopinés. En outre, elle ne croit pas à tout cela. Bien sûr, elle a été baptisée, a fait sa communion. Elle se rappelle ce jour où, vêtue de la traditionnelle robe blanche, elle a reçu pour la première fois le sacrement de l'Eucharistie, sous le regard pieux et intense de sa famille réunie. Ce souvenir est, d'entre tous, l'un des plus beaux de sa vie. Mais aujourd'hui, elle n'a pas envie de prier. Elle voudrait rester près du papa. Sa mère insiste. Si les médecins sont impuissants, Dieu seul peut le sauver. Elle semble si convaincue que Giulia, soudain, envie sa foi, cette foi du charbonnier qui ne l'a jamais quittée. Sa mère est la femme la plus pieuse qu'elle connaisse. Elle se rend chaque semaine à l'église pour des messes en latin dont elle ne comprend rien ou si peu. Il n'y a pas besoin de comprendre pour honorer Dieu, se plaît-elle à répéter. Giulia finit par céder. Ensemble,
Elles rejoignent le cortège et la foule des admirateurs de la Santa Rosalia entre la cathédrale et les Quattro Canti. Une marée humaine se presse là pour rendre hommage à la Vierge fleurie dans la gigantesque statue est portée dans les rues. En ce mois de juillet, il fait chaud à Palerme. Une touffeur accablante baigne la ville et ses avenues. Au milieu du cortège, Julia suffoque. Elle sent ses oreilles bourdonner, sa vue se brouiller. Profitant de ce que la mère s'arrête pour saluer une voisine qui s'inquiète de l'état du papa, la nouvelle a fait le tour du quartier. Julia s'écarte du défilé. Elle se réfugie dans une ruelle à l'ombre pour se rafraîchir à l'eau d'une fontaine. L'air redevient respirable. Alors qu'elle reprend ses esprits, des éclats de voix retentissent dans la rue un peu plus loin. Deux carabinieri en uniforme apostrophent un homme à la peau sombre. De forte stature, il porte un turban noir que les gardiens de l'ombre somment de retirer. Les gardiens de l'ordre, somment de retirer. L'homme proteste, dans un italien impeccable, ponctué d'un accent étranger. Il est en règle, dit-il en montrant ses papiers. Mais les gendarmes ne l'écoutent pas. Il s'énerve, menace de l'emmener au poste s'il persévère de son refus d'obtempérer. Une arme peut être cachée sous ce couvre-chef, affirme-t-il. En ce jour de défilé, rien ne doit être laissé au hasard. L'homme tient bon. Son turban est un signe d'appartenance à sa religion. Il a interdiction de l'enlever en public. En outre, il n'empêche pas de l'identifier, poursuit-il. Il apparaît ainsi sur sa carte d'identité, un privilège accordé aux Sikh par le gouvernement italien. Julia observe la scène d'un air troublé. L'homme est beau, de stature athlétique. Il a les traits fins, la peau sombre et les yeux étrangement clairs. Il est âgé d'une trentaine d'années, tout au plus. Les carabinieri haussent le ton. L'un d'eux commence à le bousculer. L'attrapant fermement, ils finissent par l'entraîner en direction de la gendarmerie. L'inconnu ne résiste pas. Dans une attitude à la fois digne et résignée, il passe devant Julia, encadrée par la carabinée. À l'espace d'un instant, les regards se croisent. Julia ne baisse pas les yeux. L'étranger non plus. Elle le regarde disparaître au coin de la rue. Che fai? Francesca arrive derrière elle et la fait sursauter. On te cherche partout! Andiamo, dai! À regret, Julia reprend le chemin du cortège derrière sa sœur aînée. Le soir, elle a du mal à trouver le sommeil. L'image de l'homme à la peau sombre lui revient. Elle ne peut s'empêcher de se demander ce qu'il est devenu, ce que les gendarmes lui ont fait. L'ont-ils inquiété, battu, renvoyé dans son pays? Son esprit se perd en conjoncture vaine. Une question plus que toute autre la tourmente. Aurait-elle dû intervenir? Et qu'aurait-elle pu faire? Elle se sent coupable de sa passivité. Elle ignore pourquoi le sort de l'inconnu l'intrigue aussi. Un sentiment étrange s'est emparé d'elle lorsqu'il la regarde. Un sentiment qu'elle ne connaît pas. Est-ce de la curiosité? De l'empathie? À moins que ce ne soit autre chose qu'elle ne sait pas nommer. Je vous remercie à tous d'être passés. Je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite.